Tout le monde recevra quelque chose de petit cette année. Nous faisons simple et équitable. La voix de ma mère était calme, presque répétée, alors qu'elle se tenait dans sa cuisine cet après-midi d'octobre. J'avais conduit jusqu'à sa maison à Milwaukee avec mon fils Ethan, qui avait 8 ans et croyait encore à la magie des réunions de famille. Ma sœur Kelsey était assise à la table avec ses jumeaux, tous les deux âgés de 12 ans, faisant défiler leur téléphone sans lever les yeux une seule fois. Cela semble raisonnable, ai-je dit, en me versant du café. Ethan sera content de n'importe quoi. Ma mère a souri, mais cela n'atteignait pas ses yeux. Elle avait ce regard qu'elle portait toujours quand elle préparait quelque chose, celui qui me mettait mal à l'aise, mais je ne pouvais jamais vraiment identifier pourquoi. J'ai écarté ça. Après tout, Noël était encore à 2 mois. Je m'appelle Morgane. J'ai 35 ans, je suis une mère célibataire et je travaille comme directrice régionale pour une société de distribution pharmaceutique. C'est un travail exigeant, mais il est suffisamment bien rémunéré pour que je puisse subvenir aux besoins d'Ethan et qu'il me reste encore un peu d'argent. Son père n'est plus dans le tableau depuis 6 ans, depuis qu'il a décidé que la paternité ne faisait pas partie de son projet de vie. Donc, ce n'est que nous deux qui naviguons ensemble dans la vie. J'ai toujours été fière d'être indépendante. Je ne demande pas d'aide à ma famille, pas financièrement en tout cas. Je trace mon propre chemin, mais je me présente toujours pour les vacances, j'essaie toujours de maintenir ces liens, même lorsqu'ils ressemblent plus à des obligations qu'à de véritables relations. Kelsey a finalement levé les yeux de son téléphone. Maman, les enfants veulent vraiment les nouveaux téléphones pour Noël. Tu sais, ceux avec les bonnes caméras. Nous verrons, a dit ma mère, son ton étant évasif. J'ai ressenti une petite pointe d'agacement. Le mari de Kelsey, Todd, travaillait dans la vente et gagnait bien sa vie. Il n'était pas en difficulté, mais ma sœur a toujours été douée pour demander des choses, douée pour faire sentir aux gens qu'ils lui devaient quelque chose. Et toi, Ethan, a demandé ma mère, se penchant pour regarder mon fils. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ethan a haussé les épaules, ses petites épaules bougeant à peine. Je ne sais pas. Peut-être des fournitures d'art ou des livres. Ma mère lui a tapoté la tête distraitement. Nous trouverons bien quelque chose. J'ai observé attentivement l'interaction, notant à quelle vitesse elle s'éloignait de lui, comment son attention revenait presque immédiatement vers les jumeaux de Kelsey. Ce n'était pas la première fois que je remarquais la différence dans la façon dont elle traitait les enfants, mais je m'étais toujours dit que j'étais trop sensible. Ce soir-là, alors qu'Ethan et moi rentrions à la maison, il était silencieux à l'arrière de la voiture. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. « Ça va, mon pote ?» « Oui, » a-t-il dit, mais sa voix était petite. « Maman, est-ce que grand-mère aime plus Sophie et Sam que moi ?» Mes mains se sont crispées sur le volant. Sophie et Sam étaient les jumeaux de Kelsey, et ils étaient gâtés d'une manière qui me donnait des aigreurs d'estomac. Ma mère les avait toujours choyés, avait toujours trouvé des excuses à leur comportement, avait toujours trouvé des raisons de leur donner plus. Bien sûr que non, ai-je menti, ma voix douce. Grand-mère t'aime beaucoup. Mais même en le disant, je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. Ma mère avait toujours préféré Kelsey. En grandissant, ma sœur a eu la plus grande chambre, les plus beaux vêtements, les cadeaux les plus chers. J'étais la responsable, celle qui n'avait pas besoin d'autant d'attention, celle qui pouvait se débrouiller seule. Et d'une certaine manière, ce schéma s'était étendu à nos enfants. J'avais passé des années à me dire que cela n'avait pas d'importance. J'avais construit une bonne vie pour Ethan et moi. Nous n'avions besoin de la validation de personne d'autre. Mais en regardant le visage de mon fils dans ce miroir, en y voyant l'incertitude, quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré un peu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ma mère qui me demandait des informations sur l'assurance maladie. Elle et mon père étaient sur mon régime familial depuis 3 ans maintenant. Depuis que l'entreprise de mon père avait modifié ses avantages sociaux et que leur prime avait grimpé en flèche, je les avais ajoutés sans hésitation parce que c'est ce que fait une famille. Je vérifie juste que tout va bien pour l'année prochaine, a-t-elle dit. Bien sûr, toi et papa êtes couverts. Kelsey aussi, n'est-ce pas? J'avais ajouté ma sœur au régime il y a 18 mois lorsqu'elle traversait une période difficile avec le travail de Todd. Oui. Merci, ma chérie. Tu es si bonne avec nous. J'aurais dû me sentir chaleureuse en entendant ces mots. Au lieu de cela, il me semblait creux, comme si elle lisait un texte. Mais j'ai mis ce sentiment de côté et je me suis concentré sur le travail,
sur les événements scolaires d'Ethan, sur le rythme ordinaire de nos vies. Novembre est venu et s'en est allé. Le dîner de Thanksgiving chez mes parents était l'affaire habituelle avec mon père découpant la dinde pendant que ma mère s'affairait autour des jumeaux de Kelsey, s'assurant qu'ils avaient des portions supplémentaires de tout ce qu'ils aimaient. Ethan était assis tranquillement, mangeant sa nourriture sans se plaindre, sans rien demander de spécial. « Morgan, tu as l'air fatigué », a dit Kelsey, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Est-ce que tu dors suffisamment ?»« Je vais bien », ai-je répondu, gardant ma voix égale. « Tu devrais mieux prendre soin de toi. C'est dur d'être seul, j'en suis sûr. » Voilà. La pique subtile, le rappel que j'étais célibataire, que je n'avais pas de partenaire pour partager le fardeau, que d'une certaine manière ma vie était moins bien que la sienne à cause de cela. Je n'ai pas répondu. J'avais appris il y a des années que s'engager avec les commentaires de Kelsey ne faisait qu'empirer les choses. Mais je l'ai rangé, une autre petite preuve que quelque chose dans cette dynamique familiale était brisé depuis très longtemps. À l'approche de décembre, ma mère appelait plus fréquemment, toujours avec de petites demandes, toujours avec cette même gratitude vide qui me retournait l'estomac. La première semaine de décembre a apporté une vague de froid inattendue à Milwaukee. J'étais plongé dans le travail, gérant les expéditions d'inventaire et traitant les problèmes de personnel dans 3 centres de distribution différents. Ethan avait commencé à poser des questions sur Noël, son excitation grandissant malgré mes avertissements que les cadeaux seraient modestes cette année. « Tu te souviens de ce que grand-mère a dit ?» lui ai-je rappelé un soir alors que nous décorions notre petit sapin. « Tout le monde reçoit quelque chose de petit, rien de grand ou de fantaisie. »« Je sais, maman » a-t-il dit, accrochant soigneusement une décoration qu'il avait faite en 2e année. « Je n'ai pas besoin de quelque chose de grand de toute façon. Je veux juste que tout le monde soit ensemble. » Ces mots ont serré ma poitrine. À 8 ans, il était déjà plus mature émotionnellement que la moitié des adultes de notre famille, il avait dû l'être. Ayant grandi sans père, avec une maman qui travaillait de longues heures, il avait appris très tôt que la vie exigeait de la patience et de la compréhension. Nous avions nos propres traditions, juste nous deux, du chocolat chaud le dimanche matin, lire ensemble avant de se coucher, des voyages le week-end au musée d'art où il passait des heures à étudier les tableaux, à poser des questions sur la technique et la couleur. C'était un enfant réfléchi, créatif et gentil, et j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer qu'il ne ressente jamais l'absence de son père comme un défaut dans sa vie. Mais les réunions de famille étaient différentes. Chez mes parents, je pouvais le voir observer la façon dont ma mère interagissait avec Sophie et Sam, comment elle riait à leurs blagues et satisfaisait leurs demandes, comment elle remarquait à peine quand Ethan essayait de lui montrer quelque chose qu'il avait dessiné ou de lui raconter quelque chose qu'il avait appris à l'école. À la mi-décembre, je suis allé chez ma mère pour déposer des documents qu'elle devait signer pour le renouvellement de l'assurance. Kelsey était déjà là, ses jumeaux dans le salon jouant à des jeux vidéo sur l'énorme télévision que mes parents leur avaient acheté le Noël précédent. « Morgan », a dit ma mère en prenant les papiers. « Ça tombe à pic. » J'étais justement en train de montrer à Kelsey les cadeaux que j'ai offerts aux enfants. Je l'ai suivi dans sa chambre où plusieurs paquets emballés étaient posés sur le lit, 2 grandes boîtes avec du papier d'emballage coûteux et un petit paquet plat avec du papier d'emballage de pharmacie. « Ces 2-là sont pour Sophie et Sam », a-t-elle dit, en pointant les grandes boîtes. « Et celui-là est pour Ethan. » Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. « Maman, tu as dit que tout le monde recevrait quelque chose de petit. »« Ce sont de petites choses », a-t-elle protesté. « Enfin, pratique en tout cas. Les jumeaux ont besoin de nouveaux téléphones. Leurs anciens sont antiques. Ils ont à peine 1 an, ai-je dit, ma voix serrée. Les adolescents ont besoin de bons téléphones pour l'école, a renchéri Kelsey depuis la porte. Tu ne comprendrais pas puisqu'Ethan est encore jeune. J'ai regardé le petit paquet qui était destiné à mon fils. Que as-tu acheté à Ethan? Des chaussettes, a dit ma mère gaiement. Des chaussettes de bonne qualité. Il grandit si vite, ai-je pensé, le pratique a du sens. Des chaussettes. Ce sont de belles chaussettes, a-t-elle insisté, de ce magasin de plein air. Elles étaient chères. Je les regardais fixement, attendant qu'elle reconnaisse l'absurdité de ce qu'elle disait, des téléphones pour les jumeaux, des chaussettes pour Ethan, tout le monde recevant quelque chose de petit. Morgan, ne fais pas cette tête, a dit Kelsey. Maman a un revenu fixe. Elle ne peut pas acheter des choses chères pour tout le monde. Ces téléphones coûtent au moins $600 chacun, ai-je dit froidement. Eh bien, nous avons mis de l'argent de côté aussi, a admis Kelsey.
Les enfants en avaient vraiment besoin. La pièce avait l'impression de pencher. J'avais passé des années à trouver des excuses à ma famille, des années à me convaincre que le traitement inégal n'était pas aussi grave qu'il n'y paraissait, que j'étais trop sensible. Mais c'était flagrant. C'était cruel. Ethan ne s'en souciera pas, a dit ma mère, manquant complètement ou ignorant ma détresse. C'est un enfant si facile, pas exigeant comme certains enfants. Il est facile parce que je l'ai élevé pour qu'il soit reconnaissant de ce qu'il a, ai-je dit, ma voix tremblant, pas parce qu'il mérite moins. Personne n'a dit qu'il mérite moins, a rétorqué Kelsey. Tu es dramatique. Ce ne sont que des cadeaux de Noël. Je suis parti sans dire un autre mot, rentrant chez moi dans un brouillard de colère et de douleur. Quand je suis arrivé, Ethan était à son bureau en train de travailler sur un dessin. Il a levé les yeux quand je suis entré, son visage s'éclairant. « Maman, regarde ce que j'ai fait. C'est pour grand-mère pour Noël. » Il a levé un portrait de notre famille soigneusement dessiné, nous tous ensemble, souriant. Le détail était remarquable pour un enfant de 8 ans. Il y avait passé des heures, je pouvais le dire. C'est magnifique, chérie. Tu penses qu'elle va aimer? J'ai regardé le visage plein d'espoir de mon fils, l'œuvre d'art dans laquelle il avait mis son cœur, et quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Je l'avais protégé de tant de choses, j'avais travaillé si dur pour lui offrir un foyer stable et aimant, mais je n'avais pas réussi à le protéger de cela, de la cruauté désinvolte de personnes qui auraient dû l'aimer inconditionnellement. Elle va adorer, ai-je dit. Parce que pouvais-je dire d'autre? Cette nuit-là, je suis resté éveillé à penser à ces paquets emballés, à la différence entre des téléphones à $600 et un paquet de chaussettes. J'ai pensé à chaque fois que ma mère avait négligemment écarté les réalisations d'Ethan tout en célébrant les efforts médiocres de Sophie et Sam, à chaque fois que Kelsey avait fait des commentaires désobligeants sur ma vie tout en ignorant le fait que j'étais celle qui gardait nos parents sur mon assurance maladie, celle qui se présentait quand quelqu'un avait besoin d'aide. J'avais toujours été la personne fiable, celle qui ne se plaignait pas, celle qui faisait en sorte que les choses fonctionnent. Et c'est ainsi qu'il valorisait cette fiabilité. Au matin, je n'avais pas du tout dormi, mais je savais exactement ce que j'allais faire. Le matin de Noël est arrivé avec de la neige fraîche recouvrant les rues de Milwaukee. Ethan s'est réveillé tôt, excité malgré mes avertissements répétés que les cadeaux seraient modestes. Nous avons ouvert nos cadeaux l'un à l'autre en premier, juste nous deux dans notre salon. Je lui avais offert des fournitures d'art, des livres qu'il voulait et un nouveau manteau d'hiver dont il avait réellement besoin. Il avait utilisé son argent de poche pour m'acheter une tasse à café avec la meilleure maman du monde peint en lettres tremblantes. Je l'ai tenu et j'ai lutté contre les larmes. « Est-ce que tu aimes ça ?» a-t-il demandé avec anxiété. « J'adore, ai-je dit, en le serrant dans mes bras. C'est parfait. » Nous étions censés être chez mes parents à midi. Je me suis habillé soigneusement, mettant mon meilleur pull, m'assurant qu'Ethan ait l'air soigné et présentable. Il portait le portrait qu'il avait fait pour ma mère, emballé soigneusement dans du papier qu'il avait décoré lui-même. Le trajet a été silencieux. Ethan fredonnait des chants de Noël à voix basse, et je serrais le volant plus fort que nécessaire. J'avais passé la semaine dernière à me préparer à ce moment, à parcourir des scénarios dans ma tête, à essayer de prédire comment tout se déroulerait. La maison de mes parents était déjà pleine quand nous sommes arrivés. La famille de Kelsey était arrivée tôt, et Sophie et Sam montraient de nouvelles tenues qu'ils avaient reçues ce matin-là. Mon père était assis dans son fauteuil en train de lire le journal, levant à peine les yeux quand nous sommes entrés. « Joyeux Noël !» a crié ma mère, se précipitant pour étreindre les jumeaux de Kelsey. Elle a tapoté la tête d'Ethan distraitement. « Allez mettre vos manteaux dans la pièce du fond. » J'ai regardé Ethan placer soigneusement le portrait emballé sous le sapin avec les autres cadeaux. Il avait ajouté une étiquette sur laquelle on pouvait lire pour grand-mère, avec amour Ethan dans son écriture soignée. Le déjeuner était le chaos habituel. Ma mère avait préparé un jambon, et Kelsey avait apporté des accompagnements dont elle s'était assurée que tout le monde savait qu'ils provenaient d'un magasin gastronomique coûteux. Les jumeaux monopolisaient la conversation, parlant de leurs projets pour la nouvelle année, de leurs équipes sportives, de leurs drames scolaires. Ethan mangeait tranquillement, essayant parfois d'ajouter quelque chose à la conversation, mais se faisant couvrir par Sophie ou Sam à chaque fois. Je l'ai vu finalement abandonner, se concentrant uniquement sur sa nourriture. Après le déjeuner, il était temps pour les cadeaux. Ma mère a joué au Père Noël, distribuant les cadeaux avec une grande cérémonie. Elle a commencé avec les jumeaux. « Ceux-ci sont très spéciaux », a-t-elle annoncé,
leur tendant les grandes boîtes que j'avais vues dans sa chambre. Je sais que vous deux vouliez ça. Sophie et Sam ont déchiré le papier d'emballage, criant en voyant les boîtes de téléphone. Ils ont immédiatement commencé à les ouvrir, ignorant tout le monde dans la pièce pendant qu'ils allumaient leurs nouveaux appareils. Maman, c'est trop, a dit Kelsey, mais sa voix était satisfaite, satisfaite. Seulement le meilleur pour mes petits-enfants, a répondu ma mère. Puis elle a ramassé le petit paquet plat. Et ceci est pour Ethan. Mon fils l'a pris avec précaution, son visage plein d'espoir. Il l'a ouvert lentement, sans déchirer le papier comme les jumeaux l'avaient fait. Quand il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, son expression n'a pas changé, mais j'ai vu quelque chose mourir derrière ses yeux. Des chaussettes. Un paquet de 3 paires de chaussettes en laine d'un magasin de plein air. Tu les aimes, a demandé ma mère. Elles sont de très bonne qualité. Elles garderont tes pieds au chaud. Ethan a regardé les chaussettes, puis ses cousins avec leur téléphone, puis de nouveau les chaussettes. Merci, grand-mère, a-t-il dit tranquillement. C'est tout, a ri Kelsey. Même pas un remerciement enthousiaste. Les enfants de nos jours n'apprécient pas les cadeaux pratiques. Il a dit, merci, ai-je dit, ma voix aiguë. Eh bien, il pourrait avoir l'air plus reconnaissant, a ajouté ma mère. Ces chaussettes n'étaient pas bon marché. J'ai regardé mon fils serrer le paquet de chaussettes, ses petites mains serrées sur l'emballage en carton. Il ne pleurait pas, il ne se plaignait pas, il était juste assis là à essayer de comprendre pourquoi ses cousins avaient des téléphones et lui des chaussettes alors que grand-mère avait promis que tout le monde recevrait quelque chose de petit. Maman, a chuchoté Ethan, se penchant près de moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ces mots ont brisé quelque chose en moi dont je ne savais même pas qu'il pouvait se briser. Je l'ai serré dans mes bras, le tenant fermement contre moi. Non, bébé, ai-je chuchoté en retour. Tu n'as rien fait de mal, pas une seule chose. Kelsey aidait ses jumeaux à configurer leur téléphone. Ma mère roucoulait sur leur enthousiasme, et mon père lisait toujours son journal comme si rien de significatif ne se passait. Personne n'a remarqué qu'Ethan était devenu complètement silencieux. Personne ne s'en souciait. Nous sommes restés encore 1 heure parce que partir immédiatement aurait provoqué une scène, et j'essayais encore de transformer ma rage en quelque chose de gérable. Ethan n'a plus jamais mentionné la disparité des cadeaux. Il a remercié ma mère 3 fois de plus pour les chaussettes, chaque fois en sonnant un peu plus petit, un peu plus vaincu. Quand il a été temps d'ouvrir le cadeau qu'il avait fait, ma mère a à peine jeté un coup d'œil au portrait. Oh, comme c'est gentil, a-t-elle dit, le mettant de côté pour faire de la place pour le papier d'emballage qu'elle ramassait. Tu deviens si bon en dessin, chérie. Elle l'a posé sur la table d'appoint et a immédiatement reporté son attention sur Sophie et Sam, qui prenaient des selfies avec leur nouveau téléphone. Ethan a vu où elle avait posé son portrait, pris en sandwich entre des magazines et une pile de courrier. Son visage est resté neutre, mais je le connaissais assez bien pour y lire la douleur. Le trajet du retour a été silencieux. Quand nous sommes entrés, Ethan est allé directement dans sa chambre. Je l'ai suivi après un moment et je l'ai trouvé assis sur son lit, tenant toujours le paquet de chaussettes. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» a-t-il demandé de nouveau, et cette fois sa voix s'est brisée. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré contre moi. « Non, mon chéri. Tu as tout fait correctement. Ce n'est pas à propos de toi. Alors pourquoi Sophie et Sam ont eu des téléphones et moi des chaussettes ? Je n'avais aucune réponse qui rendrait cela meilleur, aucune explication qui soulagerait la douleur. Alors, je l'ai juste serré contre moi pendant qu'il pleurait tranquillement sur mon épaule, pleurant quelque chose qu'il était trop jeune pour comprendre pleinement mais assez vieux pour ressentir profondément. Cette nuit-là, après qu'Ethan se soit finalement endormi, je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable. J'ai ouvert mon portail d'assurance maladie et j'ai regardé le régime familial qui couvrait mes parents, ma sœur et son mari. Puis j'ai souri et j'ai commencé à taper. Le lendemain de Noël, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ethan dormait encore, épuisé par le tribut émotionnel de la veille. J'ai préparé du café et je me suis assise à ma table de cuisine, passant en revue le portail d'assurance maladie sur mon ordinateur portable. Mon régime familial couvrait 6 personnes, moi, Ethan, mes parents, Kelsey et son mari Todd. Le coût était substantiel, plus de $800 par mois déduit de mon chèque de paie. Je ne m'en étais jamais plainte. Lorsque l'entreprise de mon père a modifié ses avantages sociaux il y a 3 ans et que leurs primes ont triplé,
je les avais ajoutés sans hésitation. Lorsque Kelsey a traversé une période difficile avec le travail de Todd il y a 18 mois, je les avais ajoutés aussi, parce que c'est ce que fait une famille. C'est ce qu'on m'avait appris, on s'aide, on se soutient, on se présente quand c'est important, sauf que cela ne semblait fonctionner que dans un sens. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler les photos d'hier. Il y en avait une que Kelsey avait postée sur les médias sociaux, Sophie et Sam tenant leur nouveau téléphone, d'énormes sourires sur leur visage, avec la légende, gâtés par la meilleure grand-mère de tous les temps. Ces enfants sont si bénis. Bénis. Le mot m'a retourné l'estomac. J'ai regardé la date sur mon portail d'assurance. Le prochain cycle de facturation commençait le 1er janvier, dans 5 jours. Les modifications apportées au régime familial pouvaient être effectuées jusqu'au 31 décembre à minuit. Un timing parfait. Mais je n'ai encore rien fait. J'avais besoin de bien réfléchir à cela, d'être absolument certaine. Ce n'était pas une décision à prendre dans la colère. C'était une décision qui aurait des conséquences, et je devais être prête à les assumer. J'ai passé la journée avec Ethan, l'emmenant au cinéma puis manger une pizza. Il semblait aller mieux, plus lui-même, bien que je l'ai surpris à être inhabituellement silencieux pendant le film. Au dîner, il a fait tourner sa pizza dans son assiette. « Maman, pourquoi grand-mère ne m'aime-t-elle pas autant que Sophie et Sam ?» Je redoutais cette question. « C'est compliqué, chérie. Est-ce parce que je n'ai pas de papa ?» Les mots m'ont frappé comme un coup physique. « Quoi ? Non, Ethan, non, cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Sophie a dit que sa maman a dit que grand-mère est désolée pour toi parce que tu es seule, que je suis probablement plus difficile à gérer parce que je n'ai pas de papa pour m'aider à me discipliner. » Mes mains se sont serrées en poing sous la table. Kelsey avait dit ça. Ma sœur avait dit ça à propos de mon fils, à propos de moi. Et ma mère avait apparemment approuvé ou du moins ne l'avait pas corrigé. Sophie n'aurait pas dû dire ça, ai-je réussi à dire, gardant ma voix égale. Et ce n'est pas vrai. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu es gentil, intelligent et créatif. Toute différence dans la façon dont tu es traité n'a rien à voir avec toi et tout à voir avec les problèmes des autres. Il m'a regardé avec ses grands yeux sérieux. Allons-nous continuer à aller chez grand-mère ? C'était une question juste. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Mais quoi qu'il arrive, toi et moi allons très bien nous débrouiller. C'est toujours le cas. Cette nuit-là, après qu'Ethan se soit endormi, j'ai appelé ma meilleure amie, Jessica. Nous étions amies depuis l'université, et elle connaissait ma situation familiale mieux que quiconque. Ils ont fait quoi ? Elle a explosé quand je lui ai raconté Noël. Tu plaisantes ? Des téléphones et des chaussettes. Je sais, ça a l'air mesquin quand je le dis à voix haute. Ce n'est pas mesquin, Morgane. C'est cruel. C'est délibérément cruel envers un enfant. Ethan m'a demandé aujourd'hui si grand-mère ne l'aimait pas parce qu'il n'avait pas de papa. Jessica est restée silencieuse pendant un moment. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense aller retirer de mon régime d'assurance, tes parents et Kelsey, tous. Mes parents, Kelsey et Todd. Ils perdront leur couverture. Ils devront trouver une nouvelle assurance. Ce n'est pas impossible, peut-être coûteux, mais pas impossible. Jessica était de nouveau silencieuse. Tu es sérieuse à ce sujet ? Je paie plus de $800 par mois pour assurer des personnes qui pensent que mon fils mérite des chaussettes alors que leurs petits-enfants reçoivent des téléphones, des personnes qui laissent ma sœur dire des choses cruelles à notre sujet, des personnes qui n'ont jamais dit merci d'une manière qui ait un sens. Alors fais-le, a dit Jessica fermement. Il profite de toi depuis des années. Ta maman en particulier, tu as été la personne fiable, celle qui n'a besoin de rien, celle qui gère tout. Et c'est comme ça qu'ils te traitent. Je n'arrête pas de penser que je devrais essayer de leur parler d'abord. Et dire quoi ? Ils savent ce qu'ils ont fait. Ta maman savait exactement quel message elle envoyait quand elle a acheté ses cadeaux. Elle ne pensait juste pas que tu ferais quoi que ce soit à ce sujet. Elle avait raison. Ma mère avait compté sur moi pour avaler ma colère, accepter la situation, être la plus grande parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Fais-le, a dit Jessica de nouveau. Et ne te sens pas coupable à ce sujet. Le 29 décembre est arrivé. J'avais passé 2 jours à faire des allers-retours, à me remettre en question, à me demander si je réagissais de manière excessive. Mais chaque fois que j'hésitais,
je pensais au visage d'Ethan quand il a ouvert ses chaussettes. Je pensais à lui demandant s'il avait fait quelque chose de mal. Je me suis connecté au portail d'assurance à 21h. Mes mains étaient fermes alors que je naviguais vers la section du régime familial. Un par un, je les ai retirés, mon père, ma mère, Kelsey, Todd, 4 noms supprimés en 4 clics. Le système m'a demandé de confirmer. J'ai confirmé. Il m'a demandé si j'étais sûr. J'étais sûr. Les modifications prendraient effet le 1er janvier. Ils recevraient des lettres de notification par courrier dans la semaine les informant que leur couverture avait pris fin. D'ici là, j'avais environ 48 heures de paix avant que le chaos ne commence. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine, pas tout à fait la paix, mais quelque chose de proche, le sentiment que j'avais enfin défendu mon fils et moi-même. Le 30 décembre s'est déroulé tranquillement. Ethan et moi sommes restés à la maison, organisant ces nouvelles fournitures d'art, lisant ensemble, étant présents l'un à l'autre. Mon téléphone a sonné 3 fois. Ma mère, Kelsey, encore ma mère. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête. Le 31 décembre est arrivé, et je savais que les lettres de notification avaient été envoyées. Elles arriveraient probablement le 2 ou le 3 janvier, selon la poste. J'avais ce temps avant que tout n'explose. Ethan et moi avons passé le réveillon du Nouvel An à regarder des films et à manger du pop-corn. À minuit, nous avons cogné des casseroles et des poêles ensemble comme nous le faisions chaque année, faisant du bruit pour accueillir la nouvelle année. Il riait, était heureux, et pour la première fois depuis des jours, il semblait redevenu lui-même. Le 1er janvier est arrivé avec de la neige fraîche et des rues calmes. J'ai préparé le petit déjeuner et j'ai essayé de ne pas penser à ce qui allait arriver. Mon téléphone a sonné 4 fois ce jour-là. Je n'ai toujours pas répondu. Le 2 janvier, les appels sont devenus plus fréquents. 6 fois de ma mère, 3 de Kelsey, 2 de mon père, ce qui était inhabituel parce qu'il ne m'appelait jamais directement pour quoi que ce soit. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Ce soir-là, j'ai finalement écouté les messages. Le premier message de ma mère, Morgane, chérie, rappelle-moi quand tu auras ce message. J'ai besoin de te demander quelque chose à propos de l'assurance. Son deuxième message, Morgane, j'ai reçu une lettre aujourd'hui disant que notre couverture se termine. Il doit y avoir une erreur. Peux-tu appeler la compagnie d'assurance et régler ça? Son troisième message, Morgane, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi tout de suite. Les messages de Kelsey étaient de plus en plus colériques. Maman a reçu une lettre bizarre à propos de l'assurance. Tu sais quelque chose à ce sujet? Ensuite, Morgane, décroche ton téléphone. Puis, tu es sérieusement en train de nous ignorer? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le message de mon père est hélas, Morgane, ta mère est très contrariée. Rappelle-nous, s'il te plaît. Je n'ai pas rappelé. Pas encore. Le 3 janvier est arrivé avec mon téléphone qui sonnait à 7 heures du matin. J'étais déjà réveillé, je l'étais depuis 1 heure, anticipant ce moment. C'était ma mère qui appelait. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Bonjour, Morgane. La voix de ma mère était stridente de panique. Enfin, j'essaie de te joindre depuis des jours. Tu as reçu mes messages? Oui. Alors pourquoi n'as-tu pas rappelé? Nous avons reçu des lettres disant que notre assurance maladie est annulée. Il doit y avoir une erreur. Tu dois les appeler et arranger ça. Je me suis versé du café, laissant le silence s'étirer. Ce n'est pas une erreur, maman. Quoi? De quoi tu parles? Je vous ai retiré, papa, Kelsey et Todd de mon plan familial. La couverture a pris fin le 1er janvier. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Alors tu as fait quoi? Je vous ai retiré de mon assurance. Vous allez devoir trouver votre propre couverture maintenant. Morgane, tu ne peux pas faire ça. Nous avons besoin de cette assurance. Ton père a des rendez-vous chez le médecin de prévu. J'ai des ordonnances qui doivent être renouvelées. Tu ne peux pas simplement annuler notre assurance. Si, en fait, je peux. C'est mon plan. Je le paie depuis 3 ans. Mais nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement nous abandonner comme ça. Le mot abandonner a touché quelque chose de sensible en moi.
Comme vous avez abandonné mon fils à Noël quand vous avez donné des téléphones à $600 à son cousin et que vous lui avez donné des chaussettes? Oh, pour l'amour du ciel! C'est de ça qu'il s'agit? Tu es contrarié à propos des cadeaux de Noël. Je suis contrarié que vous ayez promis que tout le monde recevrait quelque chose de petit et que vous ayez ensuite offert des cadeaux coûteux à Sophie et Sam alors que mon fils a reçu des chaussettes. Je suis contrarié que vous n'ayez rien vu de mal à cela. Je suis contrarié que quand Ethan a demandé s'il avait fait quelque chose de mal, je n'avais pas de bonne réponse à lui donner. Il est dramatique. Ce ne sont que des cadeaux. Il a 8 ans, maman. Et il n'est pas dramatique. Il m'a demandé si vous ne l'aimez pas parce qu'il n'a pas de père. Savez-vous pourquoi il a demandé ça? Parce que Sophie lui a dit que Kelsey a dit que vous aviez pitié de moi parce que j'étais seule et que je suis probablement plus difficile à élever parce que je n'ai pas de mari pour m'aider à le discipliner. Ma mère est restée silencieuse pendant un moment. Kelsey n'aurait pas dû dire ça, mais elle l'a dit. Et apparemment, tu étais d'accord, ou du moins tu ne l'as pas corrigé. Alors Ethan, qui a 8 ans, pense que sa grand-mère ne l'aime pas autant parce que son père est parti. Morgan, tu exagères. Est-ce que j'exagère? Parce que là où je suis, mon fils a reçu le message haut et fort qu'il vaut moins que ses cousins, et j'en ai assez de faire semblant que c'est acceptable. Alors tu vas nous punir en nous retirant notre assurance maladie? C'est incroyablement vindicatif. J'ai ri, mais ce n'était pas un son agréable. Vindicatif? Je paie votre assurance depuis 3 ans. J'ai ajouté Kelsey et Todd quand ils avaient besoin d'aide. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Mais dès que j'arrête de vous donner quelque chose, je suis vindicative. Nous avions besoin de cette assurance. Alors vous auriez dû traiter mon fils avec un respect élémentaire. Vous auriez dû tenir votre promesse concernant les petits cadeaux. Vous auriez dû réfléchir à l'impact de vos actions sur un enfant. Morgan, s'il te plaît. Tu n'es pas raisonnable. Pouvons-nous juste en parler? Nous en parlons. La réponse est non. Trouvez votre propre assurance. Nous ne pouvons pas nous permettre les primes seuls. Tu le sais. Alors peut-être n'auriez-vous pas dû dépenser $1200 en téléphone pour les jumeaux. C'est différent. Comment? Explique-moi en quoi c'est différent. Elle ne pouvait ou ne voulait pas. Le silence s'est étiré à nouveau. Finalement, elle a dit, ton père et moi t'avons mieux élevé que ça. Nous t'avons appris la loyauté familiale. Vous m'avez appris que la famille, c'est être là pour les gens même quand ils ne le méritent pas. Mais vous avez oublié de m'enseigner que ça devrait aller dans les deux sens. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur ou de regret, de soulagement, d'avoir enfin dit des choses qui devaient être dites depuis des années. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Kelsey, cette fois. J'ai répondu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle a crié avant même que je puisse dire bonjour. Maman vient de m'appeler en pleurant. Tu as annulé notre assurance. Je vous ai retiré de mon plan familial. Oui. Comment as-tu pu faire ça? Todd et moi avons besoin de cette couverture. Nous avons 2 enfants. Vous avez aussi 2 revenus. Vous pouvez vous permettre votre propre assurance. Ça va nous coûter une fortune. Nous ne pouvons pas nous permettre les primes en ce moment, mais vous pouviez vous permettre de participer pour $1200 de téléphone. C'est complètement différent. Tout le monde continue à dire ça, mais personne ne peut expliquer comment. C'était des cadeaux de Noël pour nos enfants. Tu vas punir Sophie et Sam parce que tu es jalouse. Je ne punis personne. Je choisis simplement de ne pas payer $800 par mois pour subventionner des gens qui pensent que mon fils mérite des chaussettes alors que leurs enfants reçoivent des téléphones. Mon Dieu, tu es une telle martyre. Tu dois toujours tout ramener à toi. Il ne s'agit pas de moi, Kelsey. Il s'agit d'Ethan. Il s'agit du fait que le matin de Noël, quand il a ouvert son cadeau et qu'il a vu ce qu'il a reçu par rapport à ses cousins, quelque chose s'est brisé en lui. Et aucun de vous n'a remarqué ou ne s'en est soucié. Il va bien. Les enfants doivent apprendre que la vie n'est pas juste. Il l'apprend, ne t'inquiète pas. Il apprend que sa grand-mère et sa tante pensent qu'il vaut moins que ses cousins. Il apprend que la famille signifie différentes choses pour différentes personnes. Il apprend que parfois, les gens qui sont censés t'aimer te blesseront d'une manière qui ne peut pas être réparée. Tu es ridicule. Ce ne sont que des cadeaux. Si ce ne sont que des cadeaux,
alors ce n'est qu'une assurance. Trouvez la vôtre. Maman a dit, tu es jalouse parce que j'ai un mari et que tu n'en as pas. Que tu m'as toujours envié d'avoir une famille complète. Voilà. La vérité nue et crue. C'est ce qu'il disait de moi quand je n'étais pas là. C'est comme ça qu'il justifiait le traitement différent. Tu sais quoi, Kelsey? Tu as raison. Je suis jalouse. Je suis jalouse que tes enfants aient une grand-mère qui les aime. Je suis jalouse que tu n'aies jamais eu à te demander si tu comptais pour nos parents. Je suis jalouse que tu puisses considérer le soutien familial comme acquis alors que j'ai passé des années à gagner des miettes d'affection. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et j'en ai fini. J'en ai fini de supplier pour un traitement égal. J'en ai fini de faire semblant que les chaussettes et les téléphones sont la même chose. J'en ai fini de payer 800 $ par mois à des gens qui pensent que mon fils est moins important que les tiens. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Trouvez votre propre assurance, Kelsey. Considérez ça comme une leçon d'indépendance. J'ai raccroché avec elle, aussi. Le téléphone a sonné 6 autres fois ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun des appels. J'avais dit tout ce que j'avais à dire. Les 2 semaines suivantes ont été prévisibles dans leur chaos. Ma mère appelait quotidiennement, alternant entre des voyages de culpabilité et de la colère. Kelsey a envoyé des messages textes allant de la supplication à la menace. Mon père a appelé une fois de plus, essayant d'être la voix de la raison, me demandant de reconsidérer. Je n'ai pas reconsidéré. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la façon dont le reste de ma famille réagirait. Ma tante, la sœur de ma mère, m'a appelé pour me dire que j'étais cruel. Mon oncle m'a envoyé un courriel sur l'importance du pardon familial. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudainement des opinions sur ma décision. Le récit que ma mère avait construit était simple, j'étais vindicative à cause des cadeaux de Noël. Je punissais des parents malades et âgés à cause d'un désaccord insignifiant. Je mettais ma fierté au-dessus des besoins de la famille. Ce qu'ils ne savaient pas parce que ma mère l'avait commodément omis, c'est que je payais leur assurance depuis 3 ans, que j'avais soutenu Kelsey pendant sa période difficile, que le désaccord insignifiant portait sur un enfant qui était amené à se sentir sans valeur. Jessica m'a dit de les ignorer tous. Ils ne connaissent pas toute l'histoire, et ils ne veulent pas la connaître. Ta mère se fait passer pour la victime parce que c'est plus facile que d'admettre qu'elle avait tort. Elle avait raison, mais ça faisait quand même mal. Je m'attendais à de la colère de la part de ma famille immédiate. Je ne m'attendais pas à ce que la famille élargie s'en prenne à moi sans demander ma version de l'histoire. Le travail est devenu mon refuge. Je me suis lancé à corps perdu dans un projet majeur de la société pharmaceutique, réorganisant notre réseau de distribution dans 3 États. C'était un travail complexe et exigeant qui nécessitait toute mon attention. Ma patronne, une femme nommée Patricia, qui avait toujours été juste avec moi, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Tout va bien, a-t-elle demandé un jour à la fin du mois de janvier. Des histoires de famille, ai-je dit vaguement. Elle a hoché la tête, comprenant que parfois, c'est tout ce qui doit être dit. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Tu fais un excellent travail sur ce projet, au fait. La validation a fait du bien. Au moins, quelqu'un appréciait ma contribution. À la maison, Ethan avait recommencé à sortir de sa coquille. Il dessinait plus, parlait plus, semblait plus léger d'une certaine manière. Un soir, il m'a apporté une nouvelle image qu'il avait faite. C'est nous, a-t-il dit, me montrant un dessin de nous deux debout devant notre maison. Notre famille. J'ai regardé la photo, la façon dont il avait soigneusement dessiné chaque détail, la façon dont nous avions l'air heureux tous les deux dans son rendu. C'est parfait, ai-je dit. Est-ce qu'on va encore voir grand-maman, a-t-il demandé. Je ne sais pas. Tu veux? Il y a réfléchi sérieusement. Je ne pense pas. Pas tout de suite. Elle m'a fait me sentir mal. Alors nous n'irons pas. Pas avant que tu ne sois prêt, si jamais tu le es. Il a hoché la tête, satisfait, et est retourné dans sa chambre. Il m'est venu à l'esprit que j'avais tellement peur de le protéger de la douleur que je n'avais pas envisagé qu'il puisse être soulagé de s'éloigner d'une situation qui le rendait malheureux. La mi-février a apporté un développement inattendu. J'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mes parents. La lettre m'informait que j'étais poursuivi pour abandon financier et négligence envers les personnes âgées. Ils affirmaient qu'en les retirant de mon assurance,
j'avais violé mon devoir de diligence en tant que leur fille et mis leur santé en danger. J'ai regardé la lettre avec incrédulité. Ils me poursuivaient en justice. Mes propres parents me traînaient devant les tribunaux parce que j'avais cessé de payer leur assurance. J'ai immédiatement appelé un avocat, quelqu'un que Patricia avait recommandé. Il s'appelait Grégory, et il était spécialisé dans le droit de la famille. Je l'ai rencontré le lendemain. « Avez-vous déjà vu ce genre d'affaires » ai-je demandé, faisant glisser la lettre sur son bureau. Grégory l'a lu attentivement, son expression neutre. « J'ai vu des tentatives similaires. Elles réussissent rarement. Les enfants adultes ne sont pas légalement obligés de fournir une assurance maladie à leurs parents à moins qu'il n'y ait un accord de soins spécifique en place. Avez-vous un accord écrit avec eux? Non. Je les ai juste ajoutés à mon plan quand ils avaient besoin d'aide. Par gentillesse? Oui. Et ils prétendent à la négligence envers les personnes âgées parce que vous avez arrêté, apparemment. Grégory s'est adossé à sa chaise. Voici ce qui va se passer. Nous allons répondre à cette lettre. Nous allons souligner que vous n'avez aucune obligation légale de fournir une assurance, que vous l'avez fait volontairement pendant 3 ans, et qu'ils ont d'autres options à leur disposition. L'affaire sera probablement rejetée avant même d'arriver devant les tribunaux. Combien cela va-t-il me coûter? Mes honoraires initiaux sont de $2000. Cela n'ira probablement pas au-delà à moins qu'ils n'insistent vraiment, ce dont je doute qu'ils le fassent une fois qu'ils auront réalisé qu'ils n'ont aucun fondement juridique. $2000. De l'argent que je devrais dépenser parce que mes parents ont décidé de me poursuivre en justice plutôt que de simplement trouver leur propre assurance. Faites-le, ai-je dit. Rédigez la réponse. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, il y avait une voiture dans mon allée que je ne reconnaissais pas. En me garant, j'ai vu Kelsey assise sur les marches de mon Porsche. Nous devons parler, a-t-elle dit alors que je sortais de ma voiture. Je ne crois pas. S'il te plaît, Morgan, juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé entrer. Ethan était dans un programme d'art après l'école et ne rentrerait pas avant 1 heure. Nous nous sommes tenus dans ma cuisine, aucune de nous deux n'étant assise. Maman et papa te poursuivent en justice, a dit Kelsey. Je sais. J'ai reçu la lettre. C'est insensé. Je leur ai dit de ne pas le faire. Vraiment? Oui. Toute cette histoire est complètement hors de contrôle. Je suis venu ici pour te demander de reconsidérer. Reconsidérer quoi exactement? Nous remettre sur ton assurance avant que le procès n'aille plus loin. Donc, tu veux que je paie $800 par mois et que je fasse comme si de rien n'était? Je veux que nous soyons à nouveau une famille. J'ai ri, amère et tranchante. Nous n'avons jamais été une famille, Kelsey. Une famille ne traite pas un enfant mieux qu'un autre. Une famille ne se poursuit pas en justice à propos d'une assurance. Une famille ne dit pas des choses cruelles et ne s'attend pas à ce que cela soit oublié parce qu'il est gênant de faire face aux conséquences. Je suis désolé pour ce que j'ai dit à propos du fait que tu sois seul, à propos d'Ethan qui est plus difficile à élever. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais tu l'as dit, et tu le pensais. Et maman était d'accord avec toi. Elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas en désaccord non plus. Et c'est ça le problème. Aucun d'entre vous ne s'est jamais levé pour Ethan ou pour moi. Vous avez pris ce que je vous ai donné et vous avez agi comme si c'était dû. Eh bien, ça ne l'est pas, et j'en ai fini. Les yeux de Kelsey se sont remplis de larmes. S'il te plaît. Todd et moi nous noyons dans les coups des primes. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Vous auriez pu vous le permettre si vous n'aviez pas dépensé $1200 en téléphone. C'était différent. Arrête de dire ça. Ce n'était pas différent. Vous aviez le choix où dépenser votre argent, et vous avez choisi les téléphones plutôt que l'assurance. C'est bien. Ce sont vos enfants et vos priorités. Mais ne me demandez pas de subventionner ce choix. Elle est partie en colère, et je n'ai rien ressenti d'autre que de la fatigue. Mars est arrivé avec un temps plus chaud et une date d'audience. Grégory avait raison. Le procès était faible, mais mes parents allaient de l'avant quand même, espérant probablement que je céderais avant que cela n'arrive à une audience réelle. Ils ont sous-estimé à quel point j'en avais fini avec leur manipulation. La veille de l'audience, j'ai reçu un appel inattendu de mon père, pas de ma mère, ce qui était surprenant. Morgan, pouvons-nous parler? Juste toi et moi. J'ai hésité. De quoi faut-il parler? S'il te plaît,
un café quelque part. Juste 30 minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau, un territoire neutre. Mon père avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, plus fatigué. Il a commandé un café et s'est assis en face de moi, ses mains enroulées autour de la tasse. « Ta mère ne sait pas que je suis ici » a-t-il commencé. Cela semble être un thème dans cette famille. Des gens qui font des choses dans le dos des autres. Il a grimacé. Je le mérite. Morgane, je veux que tu saches que je n'étais pas d'accord avec la façon dont Noël s'est passé. Je pensais que la disparité des cadeaux était mauvaise. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'ai passé 40 ans à ne rien dire quand ta mère favorise Kelsey. Parce qu'il était plus facile de maintenir la paix que de se battre à ce sujet. Et où cela nous a-t-il menés? Il a soupiré. Tu as raison. J'aurais dû parler. J'aurais dû le faire il y a des années. Mais je suis ici maintenant pour te demander d'abandonner ça avant que ça n'aille devant les tribunaux. Ce n'est pas moi qui ai intenté un procès, papa. Je sais, mais tu pourrais le résoudre en nous remettant sur ton assurance. Pourquoi ferais-je ça? Parce que nous sommes une famille. J'ai posé mon café avec soin. Vous continuez à utiliser ce mot comme s'il signifiait quelque chose, mais la famille est censée se protéger mutuellement. La famille est censée traiter tout le monde de la même manière. La famille est censée se soucier quand un enfant est blessé. Nous nous soucions d'Ethan. Vous avez une drôle de façon de le montrer. À quand remonte la dernière fois que tu as appelé pour demander comment il va? À quand remonte la dernière fois que tu es venu à l'un de ces événements scolaires? À quand remonte la dernière fois que tu l'as traité comme s'il comptait autant que Sophie et Sam? Mon père ne pouvait pas répondre. Nous connaissions tous les deux la vérité. Je ne te remets pas sur mon assurance, dis-je doucement. Je ne paierai pas pour des gens qui pensent que mon fils est jetable, et je ne renoncerai pas à cette action en justice. Si tu veux me traîner devant les tribunaux, très bien. Mais tu vas perdre, et tu vas payer tes honoraires d'avocat, et au final, tu devras quand même trouver ta propre assurance. Ta mère ne te le pardonnera jamais. J'ai accepté ça, Morgane. Non, j'en ai fini. J'ai passé toute ma vie à essayer d'obtenir un traitement égal de cette famille. J'ai travaillé dur, je n'ai pas eu d'ennui, je me suis occupé de moi, j'ai aidé chaque fois qu'on me le demandait. Et ça n'a jamais été suffisant. Ethan méritait mieux que ce que tu lui as offert à Noël. Il méritait mieux que d'être comparé à ses cousins et d'être jugé insuffisant. Et je mérite mieux que d'être censé financer des gens qui nous traitent comme si nous n'avions pas d'importance. Je me suis levé. Je te verrai au tribunal demain, papa. Il n'a pas essayé de m'arrêter quand je suis sorti. Ce soir-là, je me suis assise avec Ethan pendant qu'il faisait ses devoirs. Il travaillait sur une rédaction sur quelqu'un qu'il admirait. J'ai jeté un coup d'œil à son papier et j'ai vu qu'il avait écrit sur moi. Ma maman travaille très dur, disait son écriture soignée. Elle s'assure toujours que j'ai ce dont j'ai besoin. Elle est courageuse et forte, et elle m'aime quoi qu'il arrive. Elle m'apprend que c'est bien de se défendre. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Ethan, c'est magnifique. C'est assez bien, demanda-t-il, inquiet. C'est parfait. Tu es parfait. Il sourit. Ce sourire pur et simple qui me rappelait exactement pourquoi je faisais tout ça. Pas pour la vengeance, pas pour le remboursement, mais pour lui montrer que sa valeur n'était pas négociable, qu'il méritait d'être défendu, que se défendre n'était pas égoïste. C'était nécessaire. Le lendemain matin, je me suis habillé soigneusement pour le tribunal. Grégory m'a retrouvé devant la salle d'audience, l'air confiant. Ils vont essayer de te dépeindre comme une personne indifférente et vindicative, prévint-il. Contente-toi des faits. Tu n'as aucune obligation légale de fournir une assurance. Tu l'as fait volontairement. Tu as arrêté. Fin de l'histoire. Qu'en est-il du cadeau de Noël? Nous en parlerons si nécessaire. Mais honnêtement, le juge ne se souciera pas du drame familial. Il s'agit d'une obligation légale, pour laquelle ils n'ont pas de dossier. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai vu mes parents assis avec leur avocat, un homme en costume coûteux qui avait l'air ennuyé d'être là. Kelsey était dans la galerie avec quelques autres membres de la famille que j'ai reconnus. Ils me regardaient tous comme si j'étais une étrangère. L'audience a commencé. L'avocat de mes parents a présenté leur cas, que j'avais abandonné des parents âgés qui dépendaient de mon assurance,
que j'avais agi avec malveillance et sans avertissement, que mes actions leur avaient causé une détresse émotionnelle et financière grave. C'était surréaliste d'entendre me décrire comme une sorte de méchant. L'avocat a fait comme si j'avais arraché l'assurance à des personnes impuissantes et fragiles plutôt que d'arrêter de payer pour des adultes valides qui pouvaient se permettre leur propre couverture. Puis ce fut au tour de Grégory. Grégory se leva et s'adressa au juge avec un professionnalisme calme. Votre honneur, cette affaire peut être résumée très simplement. La partie plaignante allègue que la défenderesse a une obligation légale de fournir une couverture d'assurance maladie. Elle n'en a pas. Il a exposé les faits méthodiquement. J'avais 35 ans, j'étais employé et je n'avais aucun accord légal pour m'occuper de mes parents. Je les avais volontairement ajoutés à mon régime d'assurance familiale 3 ans auparavant lorsqu'ils avaient demandé de l'aide. J'avais payé des primes totalisant plus de $28 000 pendant cette période. J'avais également ajouté ma sœur et mon beau-frère, soutenant 6 personnes dans mon régime. À aucun moment la défenderesse n'a signé de document acceptant de fournir cette couverture indéfiniment, continua Grégory. À aucun moment les plaignants n'ont conclu d'arrangement juridique de soins. La défenderesse a agi par gentillesse, et non par obligation. Et lorsqu'elle a choisi d'interrompre cette gentillesse, elle était parfaitement dans son droit de le faire. Le juge regarda l'avocat de mes parents. Votre client a-t-il des documents attestant d'une obligation légale? L'avocat mélangea des papiers. Non, votre honneur, mais il existe une obligation implicite de soins entre parents et enfants. En sens inverse, interrompit le juge. Vous soutenez que les enfants adultes ont une obligation implicite de fournir une assurance à leurs parents? Lorsque les parents sont âgés et dans le besoin. Oui. Les plaignants sont tous deux au début de la soixantaine, interjeta Grégory. Ils sont employés à temps partiel. Ils ont accès à une assurance sur le marché et à des options médicales. Ils ne sont ni indigents ni incapables de se procurer leur propre couverture. Le juge me regarda. Mademoiselle Morgan, avez-vous quelque chose à ajouter? Je me suis levé, la voix assurée. Votre honneur, j'aimais mes parents. Je les ai aidés parce que je le voulais. Mais avec le temps, j'ai réalisé que mon aide était prise pour acquise, que mes contributions étaient attendues mais pas appréciées, que mon fils était traité différemment de ses cousins par ma famille. Quand j'ai pris la décision de les retirer de mon assurance, ce n'était pas par malice. C'était par souci de ma propre survie et par besoin de protéger mon enfant contre des blessures continues. Il s'agit de cadeaux de Noël, demanda le juge, en regardant le dossier. Il s'agit de plus que ça, votre honneur. Mais l'incident de Noël a clairement montré que ma famille n'appréciait pas mon fils de la même manière qu'elle appréciait les enfants de ma sœur, et j'ai dû faire un choix quant à savoir si je devais continuer à subventionner des personnes qui traitaient mon enfant comme étant moins important. Le juge regarda mes parents. Avez-vous quelque chose à dire? Ma mère se leva, la voix tremblante d'émotion. C'est ma fille. Elle est censée prendre soin de nous. Nous l'avons élevée, nous lui avons tout donné, et c'est ainsi qu'elle nous récompense, en nous abandonnant quand nous avons le plus besoin d'elle. Vous m'avez tout donné, dis-je, incapable de rester silencieuse. Vous avez tout donné à Kelsey. Vous m'avez donné les restes, les critiques et le message constant que je n'étais pas aussi bonne que ma sœur. J'ai passé ma vie à essayer de gagner votre approbation, et je n'y suis jamais parvenu. Alors, oui, j'ai arrêté de payer votre assurance parce que j'ai finalement réalisé que je ne vous dois rien juste parce que vous êtes mes parents. Les parents sont censés gagner la loyauté et l'amour de leurs enfants. Vous n'avez pas gagné les miens. Ça suffit, dit le juge, mais pas méchamment. Il avait l'air fatigué, comme s'il avait vu trop de familles se détruire dans son tribunal. Voici ma décision. Le plaignant n'a pas qualité pour agir. Les enfants adultes ne sont pas tenus de fournir une assurance maladie à leurs parents. La défenderesse a agi dans son droit de retirer les plaignants de son régime d'assurance. Affaire classée. Il frappa son maillet et c'était fini. L'avocat de mes parents avait l'air frustré. Ma mère pleurait. Mon père était impassible. Kelsey se leva et sortit sans me regarder. Devant la salle d'audience, Grégory me serra la main. Tu t'es bien débrouillé là-dedans, en te défendant, en gardant ton sang-froid. Ce juge voit beaucoup d'affaires familiales, et la tienne était assez simple. Merci pour votre aide. De rien. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Parfois, les familles ont besoin de limites strictes. Je suis rentré chez moi en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. J'avais gagné,
non seulement l'affaire judiciaire, mais quelque chose de plus grand. Je m'étais prouvé que je pouvais résister à la manipulation de ma famille et y survivre. Quand je suis allé chercher Ethan à l'école, il est monté dans la voiture avec un grand sourire. « Comment s'est passée ta journée, maman ?»« C'était bien, mon chéri. Vraiment bien. On peut aller chercher une glace ?» Absolument. Nous sommes allés dans son glacier préféré, et je l'ai regardé déguster un cornet au chocolat avec des paillettes, complètement inconscient de la bataille que j'avais menée en son nom. Et c'était très bien ainsi. Il n'avait pas besoin de connaître tous les détails. Il avait juste besoin de savoir que quelqu'un était de son côté, toujours. Ce soir-là, mon téléphone sonna. C'était Jessica. Comment ça s'est passé? Nous avons gagné. Affaire classée. Oui, je savais que tu gagnerais. Comment te sens-tu? Honnêtement, libre. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Tu devrais. Tu t'es défendu et tu as défendu Ethan. Il faut du courage pour ça. Ça n'aurait pas dû me prendre autant de temps. Mieux vaut tard que jamais. Alors, quelle est la prochaine étape? J'ai regardé autour de ma petite maison les dessins qu'Ethan avait accrochés au mur, les photos de nous deux seulement. La prochaine étape, c'est de vivre nos vies sans le poids des gens qui ne nous apprécient pas. Ça a l'air parfait. Les mois qui ont suivi ont été plus calmes que je ne l'avais prévu. Je m'étais préparé à d'autres combats, à d'autres tentatives de manipulation, mais elles ne sont jamais venues. Mes parents et Kelsey ont trouvé leur propre assurance, coûteuse, mais gérable. L'action en justice leur avait coûté de l'argent et de la dignité, et je pense qu'ils ont finalement compris que je ne me laisserais pas culpabiliser pour revenir sur ma décision. Ma tante a appelé une fois de plus en avril, cette fois avec un ton différent. Ta mère m'a raconté toute l'histoire, dit-elle, à propos des cadeaux de Noël, à propos de ce que tu payais pour leur assurance. Je suis désolé de t'avoir jugé sans connaître les faits. Merci de dire ça. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as bien fait. Ta mère a toujours favorisé Kelsey, et ce n'était pas juste pour toi quand tu étais petite. J'aurais dû dire quelque chose à l'époque. C'était valorisant à entendre, même si cela ne changeait pas le passé, mais au moins une personne de ma famille élargie comprenait. Le travail a continué à bien se passer. Patricia m'a promue directrice régionale principale en mai avec une augmentation de salaire importante. Tu as fait un travail exceptionnel, dit-elle quand elle m'a offert le poste. Tu es organisé, fiable et tu gères bien la pression. L'entreprise a besoin de plus de personnes comme toi dans des postes de direction. L'argent supplémentaire signifiait que je pouvais mettre plus de côté pour le fonds universitaire d'Ethan, l'emmener en vraies vacances cet été. Nous sommes allés au Colorado, nous avons passé une semaine à faire de la randonnée et à explorer les villes de montagne. Ethan a pris des centaines de photos, a rempli un carnet de croquis de dessins de paysages et d'animaux sauvages. C'est le meilleur voyage de tous les temps, dit-il un soir alors que nous regardions le coucher du soleil depuis le porche de notre cabane. Mieux que Noël, plaisantai-je doucement. Il y réfléchit. On a intérêt, parce qu'ici, il n'y a que nous et nous sommes heureux. La vérité sort de la bouche des enfants. Fin juin, j'ai reçu un message inattendu de mon père. Pas un appel, juste un texto. Je suis fier de toi d'avoir pris ta défense et celle d'Ethan. J'aurais dû faire plus pour vous protéger tous les deux. Je suis désolé. Ce n'était pas tout ce dont j'avais besoin, mais c'était quelque chose. J'ai répondu. Merci. C'était l'étendue de notre communication. Peut-être qu'un jour nous reconstruirions quelque chose, mais je ne retenais pas mon souffle, et j'étais d'accord avec ça. Ethan a commencé sa 3e année en septembre, confiant et heureux. Il s'était fait des amis proches, des enfants qui appréciaient sa créativité et sa gentillesse. Son professeur m'a appelé en octobre pour une réunion de parents, et je m'attendais à de mauvaises nouvelles. C'est généralement ce que signifient les réunions. Au lieu de cela, elle a souri. Je voulais juste vous dire quel enfant merveilleux vous avez. Ethan est réfléchi, travailleur et incroyablement talentueux sur le plan artistique. Il est également très mature émotionnellement pour son âge. Vous faites un travail formidable avec lui. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Merci. Cela signifie beaucoup. A-t-il toujours été aussi bien adapté? Il a eu quelques difficultés, dis-je prudemment. Des problèmes familiaux, mais nous réglons les choses ensemble. Elle hocha la tête avec connaissance de cause. Eh bien,
Quoi que vous fassiez, continuez à le faire. Il s'épanouit. Ce soir-là, j'ai dit à Ethan ce que son professeur avait dit. Il rayonnait de fierté. Tu penses qu'on pourrait inviter des amis à mon anniversaire, demanda-t-il. Absolument. Qui veux-tu inviter? Il énuméra 5 noms. Des enfants de l'école et du quartier. Aucune mention de Sophie ou de samedi. Aucune mention du désir de voir mes parents ou Kelsey. Sa fête d'anniversaire en novembre a été bruyante, chaotique et parfaite. 8 enfants courant dans notre maison, mangeant des pizzas et du gâteau, jouant à des jeux. J'ai regardé Ethan rire avec ses amis et j'ai réalisé que c'était à ça que l'enfance était censée ressembler, de la joie sans condition, de l'amour sans comparaison. Noël est revenu, notre deuxième sans ma famille élargie. Ethan et moi avions établi de nouvelles traditions, décorer l'arbre ensemble en buvant du chocolat chaud, regarder de vieux films, faire du bénévolat dans un refuge local le soir de Noël. Le matin de Noël, Ethan a ouvert ses cadeaux avec une joie authentique. Du matériel d'art, des livres, de nouveaux vêtements. Il avait réellement besoin d'une tablette pour ses expériences d'art numérique. Rien d'extravagant, mais tout choisi avec soin et réflexion. C'est parfait, maman, dit-il en me serrant fort. Merci. De rien, mon chéri. Est-ce qu'il te manque? Grand-maman et grand-papa et tante Kelsey. J'y ai pensé honnêtement. Parfois, l'idée d'eux me manque. La famille que j'aurais aimé que nous soyons, mais la façon dont ils nous ont fait sentir ne me manque pas. Moi non plus, dit-il. Je préfère comme ça. Juste nous. Juste nous, ai-je acquiescé. Plus tard ce jour-là, Jessica est venue dîner avec quelques collègues du travail qui étaient devenus des amis. Nous avons trop mangé, beaucoup ri, et personne n'a comparé qui que ce soit à qui que ce soit d'autre. Personne n'a fait se sentir quiconque moins bien. C'étaient simplement des gens qui se souciaient les uns des autres et qui passaient du temps ensemble. Alors que je rangeais ce soir-là, Ethan déjà endormi à l'étage, j'ai pensé au parcours de l'année écoulée. La douleur, la colère, le courage qu'il a fallu pour fixer des limites, l'action en justice, le jugement, la liberté qui est venue avec le fait de tenir bon. J'ai pensé à ces chaussettes toujours rangées dans le tiroir d'Ethan, un rappel du moment où tout a changé. Mes parents et Kelsey ont lutté contre les conséquences de leurs choix tout au long de l'année suivante. L'action en justice leur a coûté des milliers de dollars en frais juridiques qu'ils n'ont pas pu récupérer. Leur prime d'assurance était le triple de ce qu'ils avaient payé dans le cadre de mon régime, ce qui a entamé les économies sur lesquelles ils comptaient pour la retraite. Le mariage de Kelsey et Todd s'est tendu sous la pression financière, ce qui a entraîné des disputes constantes au sujet de l'argent. La réputation de ma mère dans notre famille élargie a souffert à mesure que la vérité sur les cadeaux de Noël et la situation de l'assurance s'est répandue. Les gens ont cessé de prendre son parti, ont cessé de permettre son favoritisme. Sophie et Sam, maintenant adolescents, ont commencé à poser des questions inconfortables sur les raisons pour lesquelles ils ne voyaient plus leur cousin, forçant Kelsey à faire face à son propre rôle dans la fracture familiale. Mon père, peut-être sentant le poids d'années de silence, est devenu de plus en plus renfermé. Ils avaient parié que je serais toujours celle qui est fiable, celle qui avale la douleur pour le bien de la paix. Ils ont perdu ce pari, et le prix a été plus élevé qu'ils ne l'avaient imaginé. Quant à Ethan et moi, nous avons construit une vie remplie de personnes qui nous apprécient, qui se présentent parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles se sentent obligées. J'ai appris que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne peuvent pas voir votre valeur. Et en repensant à ce matin de Noël, à ces chaussettes qui ont tout changé, j'ai réalisé que je n'avais aucun regret. Défendre mon fils, me défendre moi-même, défendre la dignité élémentaire que nous méritions tous les deux. Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement refuser de se contenter de moins que ce que nous valions. Et cela a fait toute la différence.